J'accueille Tarak Ben Ammar et Harvey Weinstein. Bonsoir, merci d'être avec nous. On est très flattés, évidemment, de vous recevoir, Harvey. Vous êtes un énorme producteur. Vous aussi, Tarak. Tarak, vous êtes l'héritier de la dynastie Ben Ammar, qui a longtemps été associé au... C'est Tarak, j'avais Starak Ben Ammar. Qui a longtemps été associé aux destinées de l'État tunisien. Vous êtes le neveu de l'épouse de Bourguiba. Vous avez commencé, après des études à Rome, comme assistant de production. Le matin, vous vous leviez pour aller voir si le plein des voitures était fait, quoi. Vous avez vraiment commencé en bas. Ensuite, vous avez emmené George Lucas en Tunisie. George Lucas, pour la guerre des étoiles. Il n'avait pas d'argent. Et je disais oui à tous les metteurs en scène, quelle que soit leur nationalité. Une Tunisie encore pauvre et qui était rentrée dans le monde du tourisme. Et je rencontre George Lucas dans l'aéroport et il me dit, est-ce que tu as un décor pour une planète? De toute manière, je disais oui par principe pour qu'ils viennent en Tunisie. Ouais. Une fois qu'ils étaient là, je me démerdais de trouver le décor. Et la planète de la guerre des étoiles, le premier, je vous parle d'il y a exactement 30 ans, je l'ai amené dans un village qui s'appelle Tataouine. Ouais. Et la planète Tatooine, Ouais. pour les milliards de fans, c'est un petit village dans le sud tunisien qui a beaucoup plu à George Lucas. Voilà. Et depuis, George Lucas revient tourner même un plan, parce que ça lui porte bonheur, il vient tourner tous les plans de la guerre des étoiles de la planète Tatooine, même s'il fait le film ailleurs, comme ça a été le cas dans le dernier. Belle histoire, belle histoire. Ensuite, Tarak, vous avez beaucoup donné avec Jésus. Vous avez produit Jésus de Nazareth de Zeffirelli, La vie de Brian des Monty Python, 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ de Jean-Yann. Et vous avez distribué le film de Mel Gibson, La Passion du Christ. Vous avez fait aussi des échecs. Vous avez eu Pirates de Polanski, qui a été une catastrophe pour vous. Vous avez perdu combien, Tarak, là-dessus? Oh, 20-25 millions de dollars. Ah ouais. Presque autant que moi. Un peu moins. On peut vous les rendre dans les toilettes tout à l'heure. Mais je les ai récupérés Ouais, grâce à un procès historique. ouais. C'est la première fois dans l'histoire du cinéma qu'un producteur étranger, de surcroît du tiers-monde, j'ai fait un procès à la grande major compagnie Universal, Ah oui. qui a duré 10 ans. Et j'ai gagné parce qu'ils m'avaient signé un contrat qu'ils n'ont pas respecté, c'est pour ça que j'ai perdu l'argent. Et, preuve de la grande démocratie américaine, j'ai gagné devant un jury populaire 19 millions de dollars. Bravo. Voilà. Alors après l'histoire Polanski, il y a eu un retour en force très réussi avec la télévision, où vous êtes associé avec Berlusconi, avec Murdoch, avec Patrick Lelay et TF1. Le cinéma, vous êtes associé avec Dino De Laurentiis. Maintenant avec les frères Weinstein dans leur nouvelle société qu'ils ont créée après leur départ de Miramax. Alors vous, Harvey, vous êtes l'un des 2 frères Weinstein, légende d'Hollywood, producteur et distributeur, alors allons-y, de Pulp Fiction, Reservoir Dog, Kill Bill, Sexe, mensonge et vidéo, Cinéma Paradiso, La leçon de piano, Adieu ma concubine, La cité de Dieu, Shakespeare in Love, Gangs of New York, The Aviator, Le patient anglais, Scream, Scary Movie, Les invasions barbares et Sin City. Voilà, Harvey Weinstein. Alors, vous arrivez tous les deux de Cannes, du festival de Cannes. Vous avez trouvé comment le festival, Harvey? Moi, j'ai trouvé que le festival était absolument formidable. Et les jurys ont fait un excellent choix. La seule décision avec laquelle je n'étais pas d'accord, moi je trouvais que c'était Penelope Cruz qui aurait dû être meilleur rôle féminin toute seule. Elle n'avait pas besoin de tout cet aéropage féminin autour d'elle. Harvey, vous avez déclaré, pour moi, le meilleur film réalisé sur Los Angeles, c'est Chinatown de Polanski. Le meilleur film réalisé sur New York, c'est Macadam Cowboy de John Schlesinger. Le meilleur film de gangster, c'est Il était une fois en Amérique de Sergio Leone.
tous ces réalisateurs sont venus d'Europe. Il faut défendre la diversité culturelle en Europe. C'est rare de la part d'un producteur américain d'entendre ça. Bien, voyez-vous, moi, j'y crois beaucoup à la diversité culturelle, mais en plus, et ça je l'ai dit par le passé, je le répéterai, il me semble que la France et d'autres pays doivent justement protéger leur cinéma contre justement le cinéma américain, même si moi je suis américain, je vous dis ça. Pourquoi? Parce que les Américains ne rendent pas honneur aux Français. On n'a pas de télé avec des émissions françaises et pourtant, l'inverse, c'est vrai. On n'a pas présenté de film français en tant que film à la télévision en prime time depuis 40 ans. Alors comment, où est la justice, où est l'équité par rapport aux Français, aux Anglais ou encore au cinéma allemand ou espagnol? Il n'y a aucune justice là-dedans. Moi, j'adore le cinéma. Quand j'avais 10 ans, j'entrais dans un cinéma, je suis allé voir ce film, Les 400 coups de François Truffaut. Je croyais que c'était un film érotique. Parce que le titre Blows, 400 Blows, la traduction de 400 coups, ça faisait penser aux blowjobs, aux pipes. Alors on a fait des kilomètres sous la neige pour aller voir ce film. Il n'y a que mon frère et moi qui avons vu ce film parce que tout le monde était déçu. C'était un film en noir et blanc avec des sous-titres, pas une seule pipe. Enfin, toujours est-il que 8 de mes copains ont quitté le cinéma en courant en disant « Allez vous faire voir ». Mais Bob et moi, on est restés et on est tombés amoureux du cinéma français ce jour-là, à l'âge de 10 ans, avec le film de Truffaut. Et c'est une histoire d'amour depuis ce jour-là. Alors, vous êtes né à Brooklyn, dans la banlieue de New York. Votre père s'appelait Max. Il était diamantaire. Il vous amenait tous les samedis au cinéma. Il aimait tous les genres, sauf les films de guerre, parce qu'il avait combattu pendant la guerre. Il ne fallait plus lui en parler de la guerre. Hein. C'est exactement ça. En effet, mon frère et moi, on adorait les films d'Errol Flynn qui sauvaient l'Amérique, mais mon père ne pouvait pas supporter ces films de guerre. Et il y a un film qui, pour moi, a tout démystifié, c'était « Il faut sauver le soldat Ryan ». Pourquoi? Parce que jusqu'à ce que je vois ce film, je ne comprenais pas ce que mon père disait. Mais mon père avait vu justement la guerre, il avait participé à des batailles, et c'est pour ça qu'il ne pouvait pas avoir de films de guerre, à moins qu'il ne dise la vérité. Et très peu de films d'Hollywood ne présentaient la réalité. On en faisait tout un film de propagande autour de l'Amérique, mais on voyait jamais du sang, les balles ne tuaient jamais personne. Ce n'était pas vraiment la vision réelle de la guerre. Votre mère s'appelle Myriam. Elle est toujours vivante, et elle pense encore que le cinéma est un job occasionnel, et vous dites qu'elle n'a pas encore perdu espoir que vous deveniez médecin. Oui, ma mère a 80 ans, et si quelqu'un a besoin d'une bonne mère juive, elle est là pour ça. Elle peut venir ici, elle est venue aux Jeux Olympiques pour la discipline « Je me plains de tout ». Et s'il y a quelqu'un qui a un souci, elle peut se faire du souci pour tout le monde. Alors en 1979, vous montez avec votre frère une société qui s'appelle Miramax, du nom de vos parents, Myriam et Max, voilà. Et alors vous allez au Festival de Cannes au début des années 80, vous n'avez pas d'argent, vous connaissez personne, et vous êtes dans un placard à balai à l'hôtel Majestic. Oui, c'était un placard à balai, et j'ai dormi avec mon frère, et heureusement que c'était mon frère, parce que sinon il y aurait eu toutes sortes de rumeurs à mon sujet. Personne ne m'a invité à voir de film dans le palais des festivals où se déroule la compétition officielle. Donc, je me suis infiltré comme on le faisait à Brooklyn. On rentrait par les portes de sortie, par les issues de secours. Et puis, j'étais sur les marches, et puis les gendarmes sont venus me piquer en disant « Il faut que vous quittiez la salle ». Mais celui qui était juste à côté de moi, qui était sur un siège, dit « Laisse ces gamins tranquilles ». Et c'était Sean Connery en personne qui nous a défendu. Alors, le gendarme devant Monsieur Bond a dit « Bon, nous ont laissé rester dans la salle ». Et c'était la première fois que j'ai rencontré Sean Connery. Et 20 ans plus tard, j'ai raconté cette histoire lorsque j'ai eu l'honneur de lui présenter un film dans le cadre du Festival du film de New York. Et je lui ai raconté l'anecdote, il en a beaucoup ri, parce que c'est le genre de personne qu'il est. Laisse ces gamins tranquilles. Alors voilà, donc en 1980, Harvey Weinstein fait son premier festival de Cannes. Et 10 ans plus tard, dans un autre festival, le Sundance, organisé par Robert Redford, vous repérez Sexe, mensonges et vidéos de Soderbergh, et c'est le début du succès. Vous inventez le blockbuster sur le film qui marche, indépendant.
Alors, je ne sais pas si j'ai inventé ce genre. Cela étant, moi, il me semble qu'un grand film n'a pas besoin d'être confiné au ghetto des films d'arrêt et essai. Sexe, mensonges et vidéos, on pouvait le voir dans le monde entier. Il ne fallait pas le confiner aux petites salles. Le fait qu'un film soit intelligent ne signifie pas qu'il soit limité. C'est les mauvais films qui devraient être limités. Mais les films intelligents devraient avoir un large public, au contraire. Alors, votre autre grande spécialité, Harvey, c'est la course aux Oscars. Vous dépensez des millions de dollars en publicité, en soirées spéciales, en cadeaux, sans parler des coups de fil, avec un acharnement au-delà du réel, pour avoir des Oscars. Vous promettez aux acteurs que s'ils travaillent avec vous, ils vont avoir la petite statuette dorée. Je crois qu'il y a 250 nominations à ce jour. Et quelques 71 Oscars reçus. Alors, vous savez, pour moi, l'Académie des Oscars, c'est la façon de commercialiser un bon film, finalement. Donc, évidemment, on investit beaucoup de temps, d'efforts là-dedans. Mais quelquefois, il y a un petit film comme La leçon de piano, ou Crime Game, ou Shakespeare in Love, ou Le patient anglais, qui n'aurait normalement pas trouvé un grand public à travers le monde, mais c'est évidemment l'Oscar qui était le tremplin qui leur a permis d'avoir ce grand public. Alors, pas simplement, pas nécessairement meilleur film, mais aussi meilleur rôle masculin ou féminin. Évidemment, ça aide énormément un film. L'année prochaine, vous avez la fille qui a joué, Marianne Cotillard, qui a joué Piaf. J'ai vu 20 minutes de ce film à Cannes, et sa prestation, je suis sûr qu'elle méritera un Oscar. En tout cas, elle sera nominée. Marianne Cotillard dans la vie de Piaf, réalisé par Olivier Dahan et produit par Ilan Goldman. Alors, on vous reproche quand même, Harvey, un certain irrespect pour les œuvres. On dit que vous coupez, que vous remontez les films. Les Français, dites-vous, vous appellent D'Artagnan à cause du sabre. Et on vous appelle aussi Scissorhands Harvey. C'est vous. Alors, après l'émission, je vais vous montrer la version de 5 heures de Gangs of New York et vous comprendrez. Et si vous arrivez à tenir 3 heures, chapeau. Alors, le plus gros honneur que j'ai reçu, c'est que Martin Scorsese dit maintenant que la version de 2h30 est la seule version qu'il présentera. Donc lui, il en est content. Il n'y a que la concurrence qui m'accuse d'être Scissorhands parce qu'ils sont jaloux. Mais nous disons la vérité, et en disant la vérité en face, nous emportons les Palmes d'Or et les Oscars. Il a l'habitude de dire la vérité. Alors c'est vrai que pour un metteur en scène, quand on lui dit son film est long, c'est difficile. C'est difficile. Et les metteurs en scène sont entourés de collaborateurs qui n'osent pas. Harvey est un peu brusque, mais souvent essentiel. Alors il faut s'habituer. Il est comme ça, Harvey. Aux États-Unis, vous savez qu'on teste les films sur des publics. Sneak preview. Sneak preview. Avant de les sortir. Et on apprend beaucoup. Et malheureusement, il a souvent raison. C'est-à-dire que la conclusion du public, c'est un peu ce qu'il a anticipé. Mais il le fait à la fin avec la collaboration des metteurs en scène, des producteurs. Est-ce que Patrice Chéreau est content de la version courte de La Reine Margot que vous avez distribuée aux États-Unis? Je crois qu'il en est très satisfait. Et Daniel Thompson aussi. Je crois que la seule chose qui a empêché le film d'être un plus grand succès encore, c'est que Johnny était censé venir en Amérique pour faire la promotion. Or, elle avait des problèmes personnels, elle n'a pas pu venir. Mais c'était une déception que Isabelle ne puisse pas venir. Mais toutes les critiques étaient très bonnes sur La Reine Margot, et on estime que c'est l'un des grands films français aux États-Unis. Et c'est la version courte, c'est vrai. Mike Nichols a vu le film, il a dit qu'il était très content de voir ce film. Il ne parlait pas de la version courte ou longue, mais pour lui, en tant que juif, il trouvait que c'était un soulagement de voir des protestants et des catholiques qui se tuent entre eux plutôt que d'avoir des juifs qui se font assassiner. C'était un film très, très relaxant. Alors, on vous reproche aussi d'être terriblement dur en affaires, Harvey. Il y a une phrase qui court sur vous à Hollywood qui dit « Si vous ne vous êtes jamais fait baiser par Miramax, et vous n'avez jamais travaillé avec eux ». Alors là encore, ceux qui disent ça généralement se cachent derrière l'anonymat. Et bien souvent, ce sont les gens qui n'ont pas de succès. Est-ce que vous avez le nom de l'auteur de cette citation? Non. Bien sûr. Mais non, il n'y a que les lâches qui diront des choses pareilles.
En 1993, vous vendez donc à Disney la société Miramax. Ce qui s'est passé, c'est que tous les metteurs en scène qui travaillaient avec nous, on découvrait tout le talent, mais nous n'avions pas les moyens. Malgré notre succès, nous n'étions quand même qu'une petite maison de production. Donc Peter Sharon, qui a réalisé My Left Foot, nous a quittés pour aller à Universal parce qu'on lui proposait mieux. Alors évidemment, on aurait proposé davantage si on avait pu, mais nous ne pouvions pas. Donc quand nous nous sommes vendus à Disney, ils ont décidé de nous donner les moyens de travailler avec ces réalisateurs. Ils ont été très bien au départ. Les 7 premières années de la collaboration avec Disney ont été excellentes. On a fait Pulp Fiction. Ils se sont un peu mêlés de ça, mais disons qu'on pouvait naviguer assez bien. Et on a fait Trainspotting, on a fait beaucoup de films très controversés. Mais après Dogma et Fahrenheit 9/11, où ils ont refusé Lord of the Rings, bon là, ça a commencé à mal tourner. Disney vous a refusé Le Seigneur des Anneaux. Disons que j'avais développé un projet avec Peter Jackson. J'ai mis 10 millions de dollars pour développer toute la technologie et les tournages en Nouvelle-Zélande pour pouvoir faire ce que vous avez vu à l'écran. Les 3 scénarios ont été développés par nous. Je suis allé voir Disney, j'ai dit Peter Jackson veut faire 3 films, il nous faut 180 millions de dollars. Parce que j'avais un plafond, je pouvais pas aller au-delà de 75 millions. C'est tout ce que je pouvais dépenser. Quand j'étais aux commandes, et j'aurais dit, il m'en faut plus. Je voulais faire 3 films. Ils ont dit non. Non seulement ils n'y croyaient pas, au Seigneur des Anneaux, mais ils m'ont dit, je conserverai une partie des recettes en tant que producteur. Mais gardez les sous, puisqu'ils n'y croyaient pas. Et c'est comme ça qu'on s'est enrichi. Ah oui. Donc ça, plus Fahrenheit, le film de Michael Moore, vous avez quitté donc votre association avec Disney. Ils ont produit Fahrenheit, qui a gagné à Cannes, de Michael Moore, et Disney a refusé de le distribuer parce qu'il attaquait bien sûr le président Bush. Son frère et lui ont sorti un chèque, ont payé le film, l'ont acheté, quelle erreur pour Disney, et l'ont distribué dans le monde entier avec le succès que vous connaissez. Courageux. Alors, vous avez quitté donc votre association avec Disney. Et vous avez monté une nouvelle société qui s'appelle The Weinstein Company. Alors vous disposez d'1 milliard de dollars. Donc ça laisse rêveur, ça pour faire des films. Ils ont 1 milliard de dollars. Ça va vite, le cinéma. Quand même. Ils ont levé 1 milliard de dollars. Donc associé avec Tarak Ben Ammar. C'est assez beau d'ailleurs de voir le juif de Brooklyn qui est associé avec le musulman de Tunis. C'est assez joli l'histoire. Hein? C'est la Bible. C'est la Bible. Avec vous, il y a des Français, il y a des Européens, il y a TF1, il y a Patrick Lelay qui est associé avec vous, il y a LVMH aussi qui est associé avec vous. C'est assez, voilà, c'est assez œcuménique finalement. Il y a des Japonais, il y a des Chinois. C'est vraiment une compagnie internationale et très européenne. Tout en étant américaine, avec Bob et Harvey qui détiennent 50% de la compagnie. 50 ou 51 51. We have the control. On a la majorité. I was afraid. Alors voilà, donc parmi les premiers films de cette société, il y en a un qui s'appelle Young Hannibal, le jeune Hannibal, qui est un prequel de la fameuse série du Silence des agneaux avec Gaspard Ulliel. Alors c'est très gonflé d'avoir pris Gaspard Ulliel. Mais ça, c'est la découverte de Tarak. C'est lui qui l'a découvert. Tarak, en tant que producteur du film, l'année dernière à Cannes, m'a présenté un casting avec Gaspard. 5 minutes de casting qui avait été tourné. Et tous les acteurs américains, enfin même les plus grands noms, voulaient ce rôle. J'ai vu ce casting, c'est absolument extraordinaire. Ce garçon ira très très loin. Alors Harvey, Tarak nous a dit tout à l'heure que vous disiez toujours la vérité, donc on va voir. On va faire une interview Hollywood Suicide. Entre Basic Instinct 2 et Marie-Antoinette, lequel vous détestez le plus? Not even close. Basic Instinct 2. Basic Instinct 2, ça c'est le plus horrible des deux. C'est incroyablement mauvais. Ah oui, d'accord. Marie-Antoinette a quand même de très bonnes choses dedans. Oui, mais qu'est-ce que Sofia Coppola doit encore apprendre?
Sofia Coppola est une bonne réalisatrice, elle avait sa vision, la critique n'a pas suivi, mais le public semble l'avoir suivi justement. Mais le fait de comparer Marie-Antoinette et Basil Instinct 2, je crois que c'est un des plus mauvais films jamais réalisés, hein, c'est au-delà du pire. Je crois que si vous voyez ce film, l'argent devrait aller à une action caritative à la place. Mais sinon, tu l'as aimé? Vous voulez la vérité, je vous la donne. Tu as aimé sinon Basic Instinct 2? À part ça m'a bien plu. Harvey, qu'est-ce que vous n'aimez pas à Hollywood? Hollywood est un club fermé. Et moi, je me suis dit que ce serait plutôt comme Rome à l'époque ancienne. Il fallait être Spartacus en quelque sorte pour décllancher une révolte. Parce que vous avez les grosses majors, les 6 gros studios qui sont identiques, qui s'intéressent davantage à l'argent qu'au cinéma. Et ce n'est qu'une question d'argent, de grosses sociétés. Alors, si les gens disent qu'on est dur, c'est eux qui nous ont endurcis. C'est les studios qui nous ont endurcis. Et le fait qu'on soit dur, c'est ça qui nous a permis de les combattre. Parce qu'avant nous, personne ne pouvait rivaliser avec les studios. Les petits réalisateurs, les petits cinéastes se sont écrasés. Maintenant, ils ont plus de pouvoir, les jeunes. Parce que nous avons été durs. Quel est l'acteur à Hollywood qui mérite plus 20 millions de dollars par film? La plupart d'entre eux. Qu'est-ce que les Français font mieux que les Américains au cinéma? Les Français ont un cinéma plus intime, plus personnel. Et le spectateur voit son intelligence flattée, c'est-à-dire que les acteurs sont intelligents, les personnages, le scénario essaie d'être intelligent, et on n'est pas condescendant par rapport au public. C'est-à-dire qu'on relève le niveau. Alors qu'à Hollywood, pour attirer un maximum de public, on nivelle par le bas. Alors qu'en France, on a tendance à aller dans l'autre sens. Et les comédies sont très drôles. En général, on copie les comédies françaises. Hein. Weber ou les grands comiques, on leur copie tout à Hollywood. Ah bon? Oui. Laurent a the film. C'est long, hein? Il y a the film to sell, Laurent. Ah putain, maniez-vous le cul, les mecs. On va payer. Je les huissiers au cul, moi. Allez hop, allez hop. Harvey, qu'est-ce qui vous a énervé récemment chez Tom Cruise? Je connais Tom. C'est sa religion, scientologue, c'est too much. Tom est un petit peu étroit d'esprit. C'est quelqu'un de très sympa, que je connais très bien. On a vécu dans le même immeuble pendant longtemps, nous sommes amis. Mais ces derniers temps, je crois qu'il s'est un petit peu refermé. Mais il va se rouvrir, je pense, dans les années à venir. Ça, c'est ce que je pense. Mais sinon, on va pas beaucoup voir de films avec Tom Cruise sous ma production. Mais enfin, c'est un très bon acteur, à part ça. Il y a Gaspard qui arrive, oui. Qu'est-ce que n'importe quelle actrice a de plus que Nicole Kidman? Moi, j'ai fait 7 films avec Nicole Kidman, y compris le film pour lequel elle a eu un Oscar. Elle est absolument extraordinaire sur tous les aspects. Les films comiques, sérieux. Nicole Kidman est audacieuse. Elle peut accepter 15 millions de dollars d'un studio et puis le lendemain elle travaillera gratuitement sur The Hours que j'ai fait avec elle ou encore une fois sur un petit projet. Elle est très généreuse. Quel film avez-vous regretté de produire? Peut-être Prêt-à-porter avec Robert Altman. Mon problème, c'est que j'ai jamais rencontré Marcello Mastroianni. Et Robert Altman l'a mis avec Sophia Loren dans le film, et j'ai oublié de faire mon job de producteur. J'ai passé mon temps avec Marcello. Toute la journée, je l'accompagnais du matin au soir. Il m'emmenait à déjeuner. Il me racontait toutes les anecdotes sur Fellini, De Sica. Et tous ces héros de mon enfance. Alors pendant 8 semaines, j'ai oublié de faire mon travail. Alors Robert Altman m'a dit, mais je te vois jamais, tu passes tout ton temps avec Marcello. Alors donc j'ai pas pu vraiment participer au film.